Hygiène, sécurité, conditions de travail, des médecins du travail, une inspection du travail, une justice du travail et une sécurité sociale, c'est tout ce que le salariat a gagné dans les 70 dernières années et surtout après la guerre. Et tout ce que Macron veut faire aujourd'hui, c'est de détruire tout ça. Il n'y a presque plus de médecine du travail. L'inspection du travail est mise sur la touche et perd son indépendance. Ils ont diminué de moitié le nombre de délégués, d'élus, des institutions représentatives du personnel. Et finalement, ils ferment la Sécu. Donc la bataille actuelle est bien celle du salariat contre le capital, et Macron représente cette partie fanatique du capital qui veut casser même ce que le salariat a gagné dans notre société. Alors là, il y a une question qui se pose, c'est comment recréer une conscience de classe, parce que on parlait il y a encore l'ombre portée de comment ça s'appelle, de la classe moyenne. On est persuadé qu'on est toujours dans une classe moyenne, alors que on revient vers une espèce de lumpen prolétariat, si j'ose dire. Comment recréer une conscience de classe? Alors d'abord, ça ne se recrée pas. La conscience de classe, c'est le produit des forces sociales en mouvement. Si nous développons, nous soutenons les Gilets jaunes, nous aidons l'ensemble du salariat à améliorer son rapport de force sociale et sa conscience en tant que salariat. Prenons l'exemple des Gilets jaunes, c'est tout à fait excellent. Dans les dernières années, disons depuis une dizaine d'années, le salariat n'a presque plus rien gagné. Le nombre de chômeurs a augmenté, il a perdu face à Sarkozy sur les retraites, il a perdu face à Hollande à cause de la trahison, on en a parlé précédemment, et les lois El Khomri, il a fait 14 manifestations, 3,5 millions de manifestants sans gagner. Et donc, il y a une usure, les syndicats sont bloqués, les gens, c'est normal, se découragent, critiquent, etc., etc. Et donc vient du fond, c'est-à-dire le sel de la terre, vient du bas du salariat, sur les ronds-points, des gens qui disent on peut plus, s'ils n'ont pas réussi les syndicats, on va le faire nous-mêmes, et on bloque. Alors, c'est ça la naissance des Gilets jaunes. Et c'est toujours à partir d'un point, là c'était la taxation sur l'essence, puis à partir de là, ils posent toutes les autres questions, la fiscalité, le partage des richesses, etc., etc. Et c'est le cheminement qui a été pris. Et la question qui se posait, et ce qui se pose toujours avec les Gilets jaunes, c'est est-ce que ça, le mot contaminé n'est pas approprié, est-ce que ça entraîne, est-ce que ça fait comprendre la conscience à l'ensemble du salariat que quand les Gilets jaunes font ça, c'est leurs intérêts qui commencent à être défendus d'une autre façon. Parce que c'est ça qu'il y a. Et là, ce qui s'est produit pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas eu, comment dirais-je, de contamination, d'effet d'entraînement et de généralisation à partir des Gilets jaunes. Pourtant, il y a des dizaines et des centaines de luttes. Parce qu'il y a les hôpitaux, il y a les profs contre la réforme Blanquer, il y a il y a Ford, il y a PSA, il y a Alstom, il y a des dizaines de boîtes, il y a Carrefour, il y a Auchan, on a MGS, on a Ascoval, donc on a des dizaines de grosses boîtes, mais il n'y a pas l'étincelle encore suffisante pour que tout le monde se dise finalement, nous défendons la même chose, c'est notre bulletin de paie. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de relais de presse à ce niveau-là? Je ne parle pas de BFM, dont on se doute bien qu'ils ne vont pas aider la convergence des luttes, mais des journaux... C'est pas un manque, c'est une volonté contraire. 95% des gros médias sont entre les mains de 9 milliardaires. Macron dirige à peu près tout ça. Comme la mainmise est presque totalitaire, faut quand même on hésite toujours parce que les gens ne se vivent pas comme dans une dictature. Mais il y a une forme de dictature médiatique, il y a une forme de dictature policière qui s'est mise en place, parce que ce qui a freiné les Gilets jaunes, c'est une répression d'une violence sans précédent. C'était la guerre d'Algérie, quoi. Oui. Puis la guerre d'Algérie, c'était une guerre. Oui, c'était une guerre. Moi, je compare avec mes 68, je compare c'est ma vieille expérience de militant de 73 ans, qui a fait toutes les manifs depuis plus de 50 ans, j'ai jamais vu ça, quoi. Mais moi, je dis à mon fils, il va pas. Alors, pour que je dise à mon fils, il va pas, faut que j'ai peur. Et donc, je veux pas qu'il revienne avec un œil en moins, balafré, et on a plus de 896 blessés, quand même.
On a eu 2500, 3000 arrestations. Oui, et puis les jugements qui vont avec. Ouais, et puis moi, je suis allé, par exemple, sur les Gilets jaunes, j'ai fait 25 ronds-points cette année. Je suis allé à Montpellier, je suis allé à Avignon, nord-sud, je suis allé à Valence, Romans, je suis allé du côté de Metz, je suis allé du côté de Châlons, je suis allé à Épinay, je suis allé à Épernay, pardon. Je suis allé du côté de Metz, à Jarny, je suis allé à Lorient, je suis allé à Saint-Brieuc, je suis allé à Chartres, Dreux, Élancourt. J'ai même fait un meeting de Gilets jaunes de 500 personnes de 20h à minuit et demi à Élancourt, dans un gymnase. J'étais épuisé, moi, plus que les gens. Mais je me rappelle une histoire, c'est quand j'arrive à Lorient, c'est une femme de 65 ans, aînée d'une famille de 11 enfants, catholique, assistante sociale, qui me dit, moi j'ai jamais fait de politique, j'ai jamais été syndiqué, j'ai jamais rien fait en fait. Pour une assistante sociale, c'est quand même rare. Hein. Elle me dit, je viens vous chercher à la gare parce que je vous ai entendu parler, je veux que vous m'expliquiez. Et elle a dit, elle est chez Gilets jaunes depuis le discours de Macron le 10 décembre. Elle me dit, ce jour-là, j'ai décidé d'y aller. Alors je dis, et qu'est-ce que vous faites? Elle me dit, on monte à Paris toutes les semaines, de Lorient. Alors elle me dit, oui, on a loué un car, 25 personnes, et on monte. Ben, je dis, mais vous allez où? Ah, mais la dernière fois, j'étais au Fouquet's. C'était, oui. Je dis, mais vous en prenez plein la tête. Elle me dit, oui, ah bah, mais je dis, comment vous faites? Ah bah, elle me dit, on s'accroche, on se tient, on se lâche pas, ils n'arrivent jamais à nous séparer. On arrive à 25, on part à 25. Je dis, mais vous avez peur? Bah, elle dit, oui, on a peur. Et après, sur là, à Lorient, j'ai fait 3 meetings. Il y avait 50 sur un rond-point. À 17h30, j'avais à peu près 200 personnes. Il y avait groupé plusieurs ronds-points. Et le soir, j'ai fait un meeting en ville. Il y avait à peu près 300, 350 personnes. Mais ce qui s'exprimait, c'était le même type de sentiment que cette dame, avec la peur. Même à Chartres, les gens ils disent, moi j'y vais plus, j'ai peur. Et donc ce phénomène-là, et en même temps crée une hargne, une colère, les blessés. Il ne sait pas ce qu'il a fait, Macron. Il n'a pas encore compris ce qu'il a. C'est comme la Révolution française, c'est pas démarré du jour au lendemain. Hein. En 1788, avant la prise de la Bastille, il y avait des gilets jaunes partout en France. Hein. Et si vous regardez les gilets jaunes qui ont pris la Bastille, je viens de préfacer, de publier un livre qui s'appelle La Grande Révolution de Pierre Kropotkin, que je vous conseille. Il sort chez Atland. Et en fait, c'est la Révolution française vue par en bas. C'est pas par les historiens d'en haut. Et ça montre les vagues successives qui naissent, y compris la prise de la Bastille. Et vous savez, il y a un autre livre sur la prise de la Bastille qui s'appelle 14 juillet, qui est publié par Éric Vuillard. C'est le gars qui a eu le Goncourt il y a 2 ans. Il a publié l'Ordre du jour. Un mec très bien, il écrit des petits bouquins. Et 14 juillet, c'est une étude sociologico-historico-personnelle de tous ceux qui ont pris la Bastille. Parce qu'en 1790, ils ont fait une fête de la Fédération, après sur l'anniversaire de la prise de la Bastille, et ils ont décerné des diplômes de révolutionnaires, vous y croyez pas, à ceux qui avaient pris la Bastille. Et pour décerner un diplôme de révolutionnaire, ils leur ont demandé de s'inscrire. Et il y avait de l'argent à la clé. Donc des gens sont venus de partout, y compris ceux qui n'avaient pas pris la Bastille, pour avoir le machin. Mais du coup, il y a eu des archives immenses qui ont été construites comme ça, où les gens répondaient à un questionnaire, qu'est-ce qu'ils avaient fait, qu'est-ce qu'ils étaient, à quelle place ils étaient, etc. Et le Vuillard, il a fait travailler sur le questionnaire. C'est des gilets jaunes. Vous les regardez, c'est exactement, vous comprenez ce qui se passe. Et donc j'explique ça parce que quand il y a des mouvements comme ça dans la Révolution française, il y a eu des vagues. 91, puis 92, puis l'apogée en 93, 94, jusqu'à la contre-révolution de Thermidor. Il y a eu des vagues. Mais Macron, ce qu'il n'a pas compris avec les gilets jaunes, c'est qu'il a eu une vague. Il devrait bien comprendre ce qui se produit. L'explosion sociale, elle est devant nous, elle n'est pas derrière. Quand dans une société, vous avez les gens d'en bas qui n'ont pas de syndicalisme, pas de tradition, et qui vont occuper les ronds-points, si je m'appelle Macron, moi je regarderai ça avec infiniment plus de prudence, parce que ça va exploser. Il n'aura pas donné satisfaction. Donc sous une forme ou sous une autre, ça va se retrouver. Il va y avoir une résurgence. En fait, il a fait fi de la phrase de Machiavel, on ne blesse pas son ennemi, on le tue. Et comme il ne l'a pas tué... Mais il n'a pas les moyens de le tuer. Ah oui. Il n'a pas les moyens. Macron est un gars élu, il a 10% des voix des inscrits. Lui-même, il a dit, je suis là par effraction. C'est le putsch d'un homme de cabinet. Sa base sociale, elle est où? C'est même pas la droite. La droite, elle a gardé une partie de sa clientèle. Sa base sociale, c'est
Le haut, c'est le MEDEF, c'est le CAC 40, c'est les banques, c'est les financiers. C'est Paris Match et les médias. Voilà. Qui Ouais, qui ont construit qui Macron. ont fait sa campagne et qui l'ont fait lire. Absolument. Donc ce gars-là est sur une tête d'épingle. Il a des pieds d'argile, prenons toutes les images qu'on voudra. Et donc il ne comprend pas ce qui lui est arrivé là. Et en plus, ce qu'il fait, Macron, c'est qu'il a une politique ultra. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas, il y a pas parce qu'il a joué, je suis au centre, ou j'étais avec Hollande avant, donc ça fait beaucoup de confusion dans les têtes. Mais ce mec-là, c'est Margaret Thatcher, c'est le registre d'extrême droite de la droite. C'est pas le racisme à la Le Pen, et encore que, là, sur les immigrés, mais sur le plan de la droite, c'est le côté extrême. Le gars, il casse la sécurité sociale, il a dit, nous allons supprimer les cotisations sociales. Oui, donc pas de cotisation, pas de sécurité sociale. Bien sûr. Et puis, Mais en même temps, il a réussi à faire disparaître le parti